Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette webconférence dédiée aux élections britanniques, plus précisément aux résultats des élections au Royaume-Uni qui se sont tenues le 4 juillet dernier de manière un tout petit peu anticipée puisque les anticipations étaient plutôt pour des élections à l'automne. Et l'ancien Premier ministre a décidé, Rishi Sunak, de les tenir le 4 juillet. Donc, en ligne avec les anticipations, et ça, c'est donc, ce n'était pas une surprise, le Parti travailliste a remporté une victoire écrasante à ces élections législatives, mettant fin à 14 ans de pouvoir des conservateurs. Donc, dans un premier temps, je vais faire un petit peu une anatomie de ces résultats des élections. Le Parti travailliste remporte 411 sièges au sein du Parlement, enfin à la Chambre basse en fait, la Chambre des communes, contre 202 sièges remportés lors des élections précédentes en décembre 2019. Donc, il double son score et affiche en fait un résultat qui lui procure en fait une majorité absolue confortable, plus que confortable, puisque le seuil de majorité en fait absolue est de 326 sièges, la Chambre des communes étant composée de 650 sièges. Donc, Keir Starmer, qui est le leader du Parti travailliste, sera le prochain Premier ministre et bénéficiera d'une majorité de 172 sièges, une majorité qui est comparable à celle que son prédécesseur, que Tony Blair avait obtenue en 1997, lorsqu'il avait une majorité de 279 sièges. Alors, le Parti conservateur arrive en deuxième position, mais essuie une défaite historique. En effet, c'est son pire résultat dans l'histoire en fait du parti. Il perd environ 2/3 de ses sièges, tombant de 365 sièges à 121 sièges seulement au sein de la Chambre des communes. En effet, il cède plus de la moitié de ses sièges aux travaillistes, ainsi que une soixantaine de sièges au parti du centre, les libéraux-démocrates, qui, comme vous voyez, arrive en troisième position, en augmentant énormément sa présence au Parlement, puisqu'il passe de 11 sièges à 72 sièges. Alors, bien qu'il s'agisse en fait d'un parti du centre, le programme électoral des libéraux-démocrates est en effet, en réalité, se situe à gauche de celui des travaillistes, puisqu'il plaide pour plus de dépenses dans les services publics, pour plus de dépenses dans le secteur de la santé, dans le NHS. Aussi, il plaide pour une relation avec l'Union européenne encore plus étroite, puisque c'est le seul parti en réalité qui plaide ouvertement et officiellement pour une réintégration en fait de l'Union européenne. Donc là, il pourrait y avoir un petit risque en fait d'influence sur la fraction la plus à gauche en fait du Labour. Alors sur la carte à droite, donc qui est issue en fait du New York Times, vous voyez les circonscriptions qui ont changé en fait de couleur. Donc on voit qu'environ la moitié, près de la moitié en fait des circonscriptions changent de couleur. Alors le Labour gagne des sièges surtout dans le nord de l'Angleterre et dans les Midlands. Donc les régions en fait, les zones post-industrielles qui lors des précédentes élections avaient basculé, qui sont normalement rouges, mais lors des élections précédentes avaient basculé du côté des conservateurs en soutien au hard Brexit.
Et donc là, le Labour, en fait, arrive à récupérer de nouveau ces fiefs qui lui appartiennent traditionnellement. Alors, le SNP qui domine en fait qui a dominé la scène politique écossaise ces 10 dernières années, arrive en quatrième position mais perd énormément de sièges en Écosse. En fait, il les cède, la plupart des sièges, il les cède au Labour. Et à présent, le SNP, donc ce parti des indépendantistes écossais, tombe à seulement 9 sièges contre 47 sièges en 2019. Donc par conséquent, le risque en fait extrême qui était de voir un second référendum sur l'indépendance, qui quand même planait en Écosse, a effectivement été du coup fortement réduit. Après, les libéraux-démocrates, effectivement, eux, ils montent énormément, surtout en fait, ils augmentent leur présence, leur pouvoir dans le sud de l'Angleterre. Alors, la révolution en fait dans ces élections, c'est surtout la montée des petits partis, notamment le Reform UK, qui est un parti, comme vous le savez, c'est l'ancien parti Brexit Party de Nigel Farage, qui est renommé Reform UK, et qui est un parti anti-establishment, qui est très à droite, puisqu'il est aussi, il est surtout contre l'immigration et contre toute forme en fait, de relation. Enfin, il est contre une relation étroite avec le Royaume-Uni, enfin avec l'Union européenne. C'est un parti très libéral. Eh bien, ce parti-là arrive à capturer des sièges, enfin beaucoup d'intentions de vote, puisqu'il capitalise, il totalise 14% en fait du vote national et réalise une percée vraiment historique. Il rentre pour la première fois au Parlement britannique avec 5 sièges. Il y a aussi, on peut noter aussi en parallèle une hausse en fait des candidats indépendants. On voit qu'il y a à présent 6 candidats indépendants. En effet, ce sont des candidats qui en fait capturent des sièges du Labour. Ce sont des candidats notamment pro-Palestine dans les régions où en fait, enfin, à forte présence de populations musulmanes et qui ont donc voté pour ces candidats pro-Palestine. Donc, pour conclure, cette élection est surtout notable avec la performance donc qui est réalisée par les petits partis et qui montre que au-delà en fait des chiffres headline, notamment la victoire notable du Labour, il y a quand même des déplacements de couches dans la société britannique, en réorientation du paysage politique britannique dans son ensemble, au détriment des partis de l'establishment et en faveur des petits partis. Alors, par conséquent, il nous semble que le Labour paraît en fait beaucoup plus fragile qu'il n'y paraît à premier abord. En effet, le Premier ministre, enfin le leader du parti, Keir Starmer, et le futur Premier ministre, il n'est pas très populaire. Selon les sondages, seulement 28% en fait des Britanniques aiment ce leader, et 60% lui sont défavorables, n'arrivent pas à exprimer en fait exprime une défiance à l'égard de ce leader. Et on voit que malgré donc cette victoire en termes de nombre de sièges, en termes de nombre de votes absolus, et y compris en termes de vote, en termes de pourcentage du vote national, en réalité, au cours des dernières années, le Labour baisse. On voit sur le graphique en haut à gauche qu'il ne totalise que 9,7 millions en fait de votes
contre un peu plus de 10 millions en 2019 et presque 13 millions en 2017. Et en termes de vote national, donc le Labour, avec 33% des votes, enregistre le pire score d'un parti qui arrive au pouvoir. Et c'est nettement inférieur, en fait, au score qu'avait enregistré Jeremy Corbyn en 2017, notamment quand il avait obtenu 40% du vote national, mais avait perdu face aux conservateurs. Et donc, comme vous le voyez sur le graphique en bas à gauche, la part du vote national pour les partis de l'establishment, notamment le Labour et les conservateurs, est au plus bas dans l'histoire moderne de la politique britannique depuis 1918. Ça veut dire qu'en contrepartie, eh bien, les partis, les plus petits partis, comme je le disais, arrivent avec un pourcentage de vote national record dans l'histoire moderne du pays. On voit ce désaveu vis-à-vis de l'establishment se voit aussi dans le taux de participation qui baisse par rapport aux précédentes élections, puisqu'il est maintenant autour de 60% contre 67% lors des élections lors des élections en 2019, et il est proche des plus bas. En fait, il me semble que c'est le deuxième plus bas niveau du taux de participation enregistré depuis 1918. Et enfin, lorsqu'on regarde en fait la part du vote des Labour et des conservateurs en termes d'âge, en termes d'âge moyen des différentes régions, eh bien, les conservateurs qui ont historiquement toujours gagné face aux Labour dans les régions vieillissantes, eh bien, ils perdent du terrain. Ils perdent du terrain partout, mais un petit peu moins en fait, y compris, ils perdent du terrain, y compris dans les régions où l'âge moyen est le plus élevé. Mais on voit aussi, comme vous voyez sur les deux histogrammes, sur le graphique, les deux premiers histogrammes sur le graphique à droite, que le Labour aussi perd du terrain dans les régions qui normalement lui sont favorables, celles où la population est la plus jeune, celles où il y a beaucoup d'étudiants, etc. Donc, notamment parce que ces populations, en fait, jeunes, ont voté, ont diminué leur vote en faveur du Labour et ont préféré voter soit pour le Reform UK à droite, soit pour les partis comme le Green parti sur la gauche, ou alors pour des candidats indépendants. Donc tout ça pour résumer que il y a donc, comme je le disais, un changement historique en fait dans le paysage politique britannique et en partie du Labour qui nous paraît plus fragile qui nous semble plus fragile que ce que montre sa majorité absolue. Hein. Donc, dans le futur, il va falloir surveiller comment tout ça évolue. Mais en tout cas, pour les prochaines élections parlementaires, dans 5 ans, ce qu'on peut dire que le Reform UK est quand même bien placé, puisque dans les régions où le Labour a gagné, il y a énormément de régions où le Reform UK arrive en deuxième position. Donc, voilà, c'est à surveiller. Alors, le programme du Labour, eh bien, cette majorité quand même très confortable permettra au prochain Premier ministre de réaliser avec aisance son programme électoral. Donc, sur cette page qui est très chargée, se trouve en fait le résumé de 150 pages du programme électoral du Labour. Un programme électoral qui est très ambitieux puisqu'il fait en fait une anatomie des problèmes, des difficultés, de toutes les faiblesses de l'économie et de la société britannique auxquelles il faut pallier. Donc la première faiblesse principale, c'est l'investissement.
Le Royaume-Uni a énormément sous-investi, on en parlera plus tard, mais il a énormément sous-investi aussi bien en termes d'investissement public et d'investissement privé en comparaison avec les autres pays de l'OCDE, enfin, les autres pays avancés. Et donc, la priorité en fait pour le Labour, c'est d'augmenter l'investissement public dans la mesure où les finances publiques lui permettent. Hein. On verra que les finances publiques sont extrêmement contraintes. Donc, le Labour est conscient que quand même il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Mais sa philosophie, c'est qu'il faut travailler en partenariat avec les entreprises privées, avec les investisseurs privés, et notamment il envisage de créer un fonds qui s'appelle National Wealth Fund et qui sera capitalisé à autour d'environ 8 milliards de livres avec du capital public et du capital privé. Tout ça pour augmenter sensiblement l'investissement, notamment, enfin presque exclusivement, dans le secteur de la transition verte. Et là, le Labour envisage une accélération plus importante que le Parti conservateur dans la transition vers le net zéro. Par exemple, il veut interdire les véhicules à combustion interne d'ici 2030, contre 2035 pour les conservateurs. Ils souhaitent aussi, d'ici 2030, doubler l'éolien terrestre. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, jusqu'à présent, il y avait une interdiction de l'éolien terrestre. Donc, le Labour souhaite lever cette interdiction. Il souhaite tripler le solaire, quadrupler l'éolien offshore, etc. Donc, l'investissement dans la transition verte, ça, c'est donc un point principal du programme du Labour. Après, vient une multitude, en fait, de réformes que le Labour souhaite réaliser dans le marché du travail, avec l'objectif d'augmenter l'offre de main-d'œuvre et en rendant, en fait, la philosophie, c'est si on rend le marché du travail plus flexible, avec plus de sécurité pour les ouvriers, pour les employés, eh bien, ça permettra aux employés de changer plus facilement de travail et ce sera favorable à la productivité. Donc, c'est ça l'idée du Labour. Il y a aussi des mesures, évidemment, avec plus de dépenses pour le NHS et pour les services public à la personne, etc. Et aussi des changements en termes de réformes, notamment dans le système de planification dans le secteur immobilier, qui pourrait soutenir ce secteur. En revanche, en termes de fiscalité, le Labour a jusqu'à présent l'ISM1, puisqu'il se refuse en fait d'augmenter les impôts principaux. Il souhaite maintenir stable l'impôt sur les sociétés, les impôts sur le revenu, les cotisations, les taux de cotisation sociale et la TVA. Et jusqu'à présent, les augmentations d'impôts qu'il propose ne concernent qu'une minorité en fait de la population, avec par exemple une TVA dans les écoles privées ou alors une augmentation de la taxation pour les résidents non domiciliés. Donc voilà pour un résumé, les grandes lignes du programme du Labour. Je vous laisse lire si vous voulez pour plus de détails cette slide. Alors, le Labour, il hérite en fait d'une situation budgétaire assez compliquée. Alors en termes de Maastricht, de définition en termes de Maastricht, le déficit budgétaire en 2023 a atteint presque 6% du PIB, 5,9%, et la dette publique du gouvernement général a dépassé 100% du PIB, 101,3%. Alors, le gouvernement britannique, sa règle, il a des règles budgétaires qui lui sont propres. Il ne vise pas le déficit en termes de Maastricht ou la dette en termes de Maastricht. Ce qui est présenté sur ce graphique à gauche, c'est la règle budgétaire principale à laquelle le Labour adhère. Il ne souhaite pas la changer.
c'est de d'inscrire en fait le ratio de dette publique, mais mesuré comme la dette du secteur public dans son ensemble. Donc, il inclut aussi les entreprises publiques, donc net des actifs liquides. Donc, ce ratio, en termes de PIB, doit baisser d'ici 5 ans. Et selon les prévisions de l'Office of Budget Responsibility, en effet, cette règle, ce sont des prévisions qui datent de mars. Cette règle est respectée. Hein, la dette publique baisserait vraiment à la toute dernière année en fait de l'horizon de prévision, mais néanmoins avec une marge de seulement 9 milliards. Vous voyez sur le graphique en bas à droite l'historique des marges de manœuvre vis-à-vis de la règle budgétaire. Et on voit très bien que ces 9 milliards, c'est un des plus bas jamais enregistrés depuis 2010. Et de plus, pour arriver à cette stabilisation, enfin c'est une relative stabilisation en fait du ratio de dette en pourcentage du PIB, eh bien le prochain gouvernement devra réaliser un effort colossal en termes de baisse des dépenses publiques et en termes de hausse de la fiscalité, de telle façon que en fait il doit dégager des excédents primaires structurels, donc des excédents corrigés hors charge de la dette et corrigés du cycle conjoncturel, des excédents qui, à long terme, se chiffrent à 1,5% du PIB. Alors que, comme vous voyez sur le graphique, eh bien, le gouvernement britannique n'a jamais réalisé de tels efforts depuis la fin des années 90. Et le Labour devra réaliser ces efforts. Donc, la politique budgétaire, même si les Britanniques ont élu un gouvernement de gauche, eh bien, il n'aura pas le choix. Il va falloir que la politique budgétaire reste très restrictive. En plus, il y a le casse-tête des dépenses courantes, notamment les dépenses courantes dans les secteurs non protégés. En fait, le plan de dépenses du gouvernement précédent fixait uniquement en fait la totalité des dépenses qu'il fallait baisser, donc, et il y a des ministères protégés tels que l'éducation, la défense, la santé, qui sont protégés et qui vont continuer de croître de 3% en moyenne par an sur les 5 prochaines années. Ce qui implique en fait une forte baisse qu'il faudra réaliser dans les départements non protégés, une baisse qui est de l'ordre qui peut aller jusqu'à 3,5% par an. Hein, c'est estimé à entre 10 et 20 milliards de livres à horizon 2028. Donc c'est un effort d'austérité colossal qui concerne donc ces départements non protégés. Notamment, ce sont les les prisons, les cours de justice, donc les services de transport. Il y a aussi dedans des services locaux. Et le Labour n'a pas précisé, ne s'est pas en fait prononcé sur qu'est-ce qu'il va faire en fait. Est-ce qu'il va les réaliser ou pas? Donc, son choix, il est devant 3 choix possibles. Soit il réalise ses dépenses, mais c'est colossal. Soit il augmente la taxation. Soit il baisse, il modifie ou enfreint les règles budgétaires. Et donc, la future chancelière Rachel Reeves a justement dit hier qu'il va falloir faire des décisions très difficiles. Donc, sous-entendu. Et je pense que effectivement, à l'automne, lors de la prochaine spending review, qui aura probablement lieu en même temps qu'avec le budget, on devrait avoir des annonces d'impôts et de taxes supplémentaires qui n'ont pas été annoncées pendant la campagne électorale. D'autant plus que, comme vous voyez sur le graphique à droite, en moyenne, lors des spending reviews, les gouvernements annoncent une augmentation, en général une augmentation en fait des dépenses publiques, de l'ordre en moyenne de 1%, et qui, selon les estimations de l'Institute of Fiscal Studies,
serait suffisante donc pour combler ce trou énorme qui est dans les ministères non protégés. En termes d'impact en fait du programme du Labour, il s'agit d'un très faible stimulus finalement, compte tenu de cette contrainte budgétaire. Le programme n'envisage en net un stimulus de seulement 1 milliard de livres en moyenne par an, donc c'est vraiment très faible puisque toutes les dépenses courantes supplémentaires qu'il envisage de réaliser devraient être compensées en fait par des hausses d'impôts et de taxes. C'est la deuxième règle budgétaire qu'il se donne. Qui lui permettrait en fait d'emprunter sur les marchés uniquement pour augmenter l'investissement public. Et en effet, dans son investissement dans le cadre de son plan pour la prospérité verte, Green Prosperity Plan, qui promet en fait des dépenses supplémentaires en termes d'investissement de 4,7 milliards de livres par an, il serait financé d'une part par de l'emprunt, donc sur les marchés, à hauteur de 1,5 milliard et demi par an, et par une taxe, une taxe sur une taxe exceptionnelle sur les grandes entreprises pétrolières et pétrolières. Donc, notamment cette taxe, en fait, qui existe déjà, il souhaite la prolonger pour toute la législature et augmenter le taux de prélèvement de 3 points de pourcentage. Alors, ce stimulus minime, comme vous voyez, quel pourrait être son impact sur la croissance? Nous l'estimons à seulement 0,25, donc un quart de point de pourcentage sur le niveau du PIB réel à horizon des 3-4 prochaines années. Pourquoi? Parce que en fait, on utilise les multiplicateurs fiscaux de l'Office of Budget Responsibility. Le multiplicateur fiscal le plus élevé, c'est effectivement celui de l'investissement. C'est de là que vient en fait ce léger stimulus. Je pense que il est possible qu'il soit un petit peu plus élevé. Il y a des risques haussiers. Si le Labour arrive en fait à réaliser sa promesse électorale qui est de débloquer aussi l'investissement privé via cette idée de partenariat stratégique avec les investisseurs privés. Et d'ailleurs, la future chancelière Rachel Reeves, elle a commencé déjà à travailler dans cette voie-là, en commençant en fait à travailler avec l'ancien gouverneur de la BE, Mark Carney, pour voir comment monter ce fonds en fait de partenariat stratégique entre les investisseurs privés et l'État. Mais à court terme, en tout cas, en ce qui concerne notre scénario central pour les 2 prochaines années, donc très peu d'impact finalement de cette élection du Labour sur la croissance. Comme vous voyez, sur 2025, on pourrait avoir une hausse d'environ entre 0,10 et 0,15 sur le niveau du PIB, donc c'est très faible. En revanche, ces estimations ne prennent pas en compte la possibilité d'avoir un rebond plus fort que prévu de la confiance, notamment de la confiance des consommateurs et de la confiance des entreprises, parce que justement à travers la promesse du Labour de plus de stabilité. C'est vraiment le central c'est au cœur du programme électoral, cette promesse de stabilité institutionnelle, de sécurité, d'un paysage politique stable et qui serait plus
favorable à l'investissement. Hein. C'est vraiment ça qui crée un upside sur les perspectives de croissance et qui font que jusqu'à présent les investisseurs, enfin les marchés financiers dans l'ensemble ont très bien réagi à ces résultats des élections, avec une légère appréciation de la livre par exemple contre l'euro, mais aussi contre le dollar. Donc voilà, un environnement politique et financier probablement plus propice pour l'économie britannique et qui pourrait éventuellement dans les prochains mois voir même une appréciation à la hausse du rating en fait de l'économie britannique. Même si, comme je le disais, il n'y a pas de révolution avec le Labour. La fiscalité va continuer d'augmenter et elle va augmenter plus que si s'ils avaient élu un parti conservateur. Comme vous voyez, le poids de la fiscalité en pourcentage du PIB dépasserait en fait le record d'après la Seconde Guerre mondiale. Hein. Il est estimé à 37,4% du PIB. Et l'investissement public, eh bien, malgré les efforts supplémentaires significatifs d'augmentation de l'investissement dans la sphère dans le vert, dans le vert, eh bien, il annulerait seulement 1/5 de la baisse de l'investissement public lors des 5 prochaines années qui étaient inscrits par le gouvernement précédent. Donc, on a des trajectoires sur la fiscalité et sur l'investissement public qui, comme vous voyez, ne se différencie pas beaucoup du gouvernement précédent. Alors, pour finir sur ce chapitre sur la situation budgétaire, donc j'ai insisté sur le fait qu'elle est effectivement très compliquée pour le prochain gouvernement. Mais lorsqu'on compare la situation britannique par rapport à ses pairs, notamment les autres pays du G7, ce n'est pas catastrophique. Hein, on a un déficit budgétaire de 5,9% qui se compare à 5% et demi en France et plus de 8% aux États-Unis, plus de 7% en Italie et une moyenne au G7 de 7%. Pareil en termes de ratio de la dette publique, on est plutôt en bas de l'échelle. Et aussi, et surtout, le Royaume-Uni a de la marge en termes de dépenses publiques et en termes de poids de la taxation vis-à-vis des autres pays européens. Par exemple, en termes de taxation, pourcentage du PIB, le Royaume-Uni, avec ses 33%, se situe bien en deçà de celui de la France à 45%. Donc, ça participe à cette bienveillance de la part des marchés à l'égard de la situation britannique. Alors, il me semblait aussi intéressant de saisir l'opportunité de cette webconférence pour faire un point de l'impact, et puis j'ai eu des questions là-dessus, de l'impact du Brexit en fait sur l'économie britannique. Est-ce que le Brexit, est-ce que son impact se fait toujours sentir sur l'économie britannique? Et oui, il se fait sentir. Le Brexit a eu un impact durable sur l'économie britannique à travers 3 canaux de transmission qui sont notamment le commerce aussi bien en biens qu'en services, l'investissement et le marché du travail. En termes d'impact sur le PIB qui est estimé à environ 4 points de pourcentage à long terme, selon l'OBR par exemple, déjà 1% et demi de cet impact aurait déjà eu lieu avant la sortie du Royaume-Uni du marché unique, une sortie qui, si vous vous souvenez, c'est arrivé le 1er janvier 2021. Mais en fait, je dirais que le premier canal de transmission du Brexit, c'était via les marchés financiers, avec la chute de la livre,
qui a contribué à des pressions inflationnistes plus fortes, et l'incertitude qui a énormément pesé sur l'investissement privé, qui depuis le référendum, en fait, il est grosso modo stable, comme vous voyez sur le graphique en bas à gauche. Et il se situe toujours aujourd'hui à environ 20% en deçà de sa tendance de long terme. Voilà pourquoi tous les partis politiques en fait étaient unanimes qu'il faut faire des efforts pour augmenter l'investissement et améliorer la productivité du pays. En termes d'impact sur le commerce, en termes d'exportation de biens et d'exportation de services, on voit que la part en fait de l'Union européenne, elle est plutôt en deçà de ce qu'elle était avant le référendum. C'est surtout visible au niveau des exportations de services qui ont commencé à chuter dès l'arrivée au pouvoir de Theresa May, et qui avait promis Brexit means Brexit, c'était son slogan. Et il est surtout les institutions financières en fait s'étaient préparées bien en amont de la sortie du marché unique à un Brexit dur, puisque dans l'accord de libre-échange qui a été négocié, le Trade and Cooperation Agreement, il n'y a pas, les services financiers ne sont pas inclus. Donc, l'impact du Brexit a été il y a eu un impact très fort sur les services, dans la sphère des services, à cause de l'instauration de barrières aux échanges, et surtout à l'absence d'équivalence et l'absence de reconnaissance des qualifications, reconnaissance mutuelle des qualifications. En termes d'exportation de biens, là, l'impact a été difficile en fait à déchiffrer dans les premiers mois suivant le Brexit, puisqu'il y a eu une volatilité en lien aussi avec la pandémie, et puis en fait aussi des mouvements de restockage par les entreprises exportatrices dans les mois qui ont précédé en fait la sortie du marché unique. Et puis on voit qu'en fait les exportations de biens ont fortement chuté début 2021, mais qui sont revenus, qu'ils ont rebondi derrière. Ce que ce graphique ne montre pas, on dirait qu'il n'y a pas d'impact du Brexit sur les exportations de biens, mais ce n'est pas vrai, puisque comme vous voyez, les exportations britanniques vis-à-vis de l'Union européenne et des pays non européens ont évolué en tandem, ce qui veut dire qu'en fait le Royaume-Uni n'a pas bénéficié du rebond qu'a connu le commerce entre Union européenne après la levée des confinements. Selon les estimations, les exportations de biens britanniques se situeraient à environ 25% en dessous de ce qui devrait être si le Royaume-Uni était maintenu dans l'Union européenne, parce que il y a ce coup d'opportunité en fait que les Britanniques ont raté avec le Brexit, cette possibilité de bénéficier du commerce intra-européen après la levée des confinements de la pandémie. Et enfin, le dernier donc impact, c'était sur l'emploi, qui depuis le référendum, l'emploi de ressortissants européens a été relativement, enfin, grosso modo stable, voire même orienté à la baisse, mais qui a été plus que compensé par l'emploi de ressortissants non européens. Enfin, les entreprises ont été obligées, en fait, de recourir à l'emploi de ressortissants non européens. Néanmoins, ça a créé des distorsions dans certains secteurs qui reposent le plus, qui emploient le plus de ressortissants européens, notamment dans les secteurs à faible qualification, comme l'agriculture, la restauration, l'hôtellerie, la construction. Et même si le Brexit n'a pas été en fait le premier facteur explicatif du marché du travail extrêmement serré du Royaume-Uni, il y a participé via ce canal cette baisse en fait de l'immigration européenne, sachant que l'immigration de citoyens non européens, une bonne partie en fait ce sont des réfugiés, notamment des réfugiés de l'Ukraine et de Hong Kong,
qui ne viennent pas pour forcément, qui n'arrivent pas forcément à trouver un travail sur le marché du travail britannique. Donc, en ce qui concerne l'évolution du sentiment en fait au sein du Royaume-Uni à l'égard du Brexit, on voit qu'il y a une augmentation en fait du regret, enfin, de ceux qui regrettent le Brexit. On a désormais plus de la moitié des Britanniques qui souhaitent rejoindre l'Union européenne, 51%. Ou un minima qui souhaite rejoindre le marché unique avec 40%, plus de 40% des Britanniques. Quand on regarde aussi les Britanniques qui ont voté Leave, est-ce qu'ils regrettent ou pas, est-ce qu'ils ont changé ou pas leur opinion? Il y a désormais un peu plus de 15% effectivement qui souhaitent rejoindre l'Union européenne, mais c'est surtout ils souhaitent rejoindre le marché unique parce qu'à présent c'est plus d'un quart en fait des Britanniques qui ont voté Leave qui souhaitent rejoindre le marché unique. Il y a également une très forte dissatisfaction, en fait, insatisfaction, pardon, des entreprises, des milieux des affaires vis-à-vis du Brexit. On voit dans les enquêtes menées par l'ONS auprès des entreprises exportatrices, notamment en ce qui concerne les raisons de perturbation connues par ces entreprises au niveau des chaînes de valeur, on voit que la sortie de l'Union européenne, elle figure encore en deuxième place parmi les raisons de perturbation pour 14% donc des entreprises et de manière plus large les raisons de difficulté à l'exportation, même si donc sur le graphique en bas à droite, même si ces raisons ne citent pas explicitement le Brexit, on voit que le Brexit en est une raison, notamment plus de 14% des entreprises trouvent que il y a une hausse en fait des droits de douane et de taxes qui leur est préjudiciable, qu'il y a une augmentation des coûts de transport, une documentation supplémentaire. Donc ça, c'est vraiment lié à l'instauration de barrières et l'instauration d'une frontière, d'une frontière entre l'Union européenne et d'une frontière surtout entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. Et du coup, des think tanks, en fait, des lobbies industriels s'efforcent en fait à persuader les gouvernements qu'il faut travailler qu'il faut renégocier l'accord de libre-échange, le Trade and Cooperation Agreement, en levant autant que possible certaines barrières aux échanges de biens et services. Mais à court terme, pour le moment, le Labour, ce qu'il souhaite faire, c'est de négocier, par exemple, un accord dans le domaine vétérinaire, un accord en termes de qualification, de reconnaissance mutuelle des qualifications, et aussi une meilleure mobilité des jeunes, notamment une réintégration dans le système Erasmus. Donc, on va avec le Labour vers une relation plus ils sont ouverts au dialogue, avec l'Union européenne et souhaitent une relation meilleure, plus étroite. Mais il ne s'agit pas avec le Labour, en tout cas pas pour le moment, de réintégrer le marché unique ou de réintégrer l'union douanière. Le prochain Premier ministre, Keir Starmer, même si au fond de lui, au fil du temps, enfin au fil de ces dernières années, on a vu qu'il est pro-européen, il souhaite quand même respecter cette décision des Britanniques de quitter l'Union européenne, mais en même temps souhaite minimiser le coût en fait pour les Britanniques. Enfin, un dernier petit mot sur nos prévisions. Donc, compte tenu de cette possibilité de stimulus budgétaire très restreinte,
Nous n'avons pas changé sensiblement nos prévisions par rapport à il y a 3 mois. Nous tablons toujours sur une croissance relativement faible, seulement 0,9% cette année, après 0,1% seulement l'année dernière. L'année dernière a été marquée au cours de la seconde moitié de l'année par une légère récession qui a été récupérée, en fait, la perte a été récupérée, en termes d'activité, a été récupérée par un PIB plus fort que prévu au premier trimestre, qui a cru de 0,7%. Mais dans les prochains trimestres, la croissance devrait ralentir à nouveau, autour de 0,3-0,4% du PIB. Et mais néanmoins, une économie qui est maintenant sur des bases, je dirais, plus favorables, grâce à la désinflation, grâce au fait que l'inflation a déjà baissé, elle a baissé, elle a atteint 2%, donc elle est conforme à la cible de la BE en mai. Et cette désinflation elle redonne du pouvoir d'achat aux ménages, des ménages qui néanmoins restent prudents et affichent une hausse en fait du taux d'épargne à plus de 10%. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des comportements d'ajustement par rapport à la hausse passée des prix à la consommation et aussi la hausse passée des taux d'intérêt. L'impact du taux d'intérêt la hausse des taux d'intérêt n'est pas encore entièrement en fait passé dans les ne s'est pas encore entièrement ressenti. Donc une consommation des ménages qui devrait tirer quand même la croissance future avec l'investissement, mais qui devrait rester relativement modéré cette année avant d'accélérer plus fortement l'année prochaine. Donc, je vais peut-être m'arrêter là parce qu'on a déjà dépassé le temps et je passe aux questions-réponses. Alors, est-ce que Gaël et Nicolas, est-ce qu'un retour dans l'Union européenne serait envisageable? Bon, j'ai un tout petit peu abordé cette question. Non, il n'y a pas de retour pour le moment envisageable dans l'Union européenne. Le Labour, enfin le Keir Starmer, il est contre l'intégration, je l'ai dit, dans l'union douanière, contre le retour dans le marché unique. En revanche, clairement, le Labour, il est favorable à une relation plus étroite avec l'Union européenne et à une renégociation en fait de l'accord de libre-échange. Il souhaite aussi surtout en fait développer un accord dans la défense, dans le domaine de la défense et de la sécurité. Et il souhaite en fait utiliser cette opportunité, un accord de défense et de sécurité, en l'élargissant à d'autres domaines connexes. Donc, il sous-entend la sécurité de manière assez large et souhaite utiliser cette opportunité pour négocier des accords dans le domaine des technologies, de la transition verte, etc., dans l'immigration. Donc, on pourrait avoir plutôt qu'une refonte du Trade and Cooperation Agreement, qui me semble pas envisageable, même si il y a une clause en fait dans le TCA qui prévoit une révision tous les 5 ans de l'accord. Compte tenu de manque de volonté du côté plutôt de l'Union européenne, les Britanniques semblent partir plutôt sur cette voie-là d'avoir un accord en termes de sécurité avec l'Union européenne. Puis à court terme, comme je l'ai dit, des efforts pour amoindrir les barrières aux échanges en termes de biens et de services. Je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour notre prochaine webconférence. Au revoir.